On part immédiatement retrouver notre envoyé spécial Jérôme Garraud. Jérôme, vous étiez le seul média français autorisé à assister à cette conférence de presse cette nuit de Vladimir Poutine, le chef du Kremlin, qui gagne du temps finalement pour reprendre la main. Bonjour à tous. Oui, Vladimir Poutine, en tout cas, ne veut pas négocier en étant sous pression, sous ultimatum. Et c'est pour ça qu'hier, il n'a pas commenté cette proposition d'Emmanuel Macron. Donc là, le président russe veut que ça se passe à ces conditions, c'est-à-dire en sortant les Européens de la salle de négociation. Il essaie de reprendre un petit peu le contrôle du tempo en renvoyant la balle. Et c'est pour ça qu'il propose aux Ukrainiens, c'est pour parler en tête-à-tête, en Turquie. Donc on sort du continent européen physiquement et là ça se passe en direct, sans intermédiaire. Mais vous savez, vous parlez de jouer la montre, même si Kiev accepte ces pourparlers. Cette conclusion est magistrale. Quand Onfray parle de cet antisémitisme d'État soutenu par une certaine gauche, il met en lumière un mécanisme plus large, comment notre politique étrangère s'appuie sur des alliances moralement douteuses tout en se drapant dans la vertu. C'est exactement ce qu'il dénonce concernant la Russie. On condamne Poutine d'un côté, mais on s'allie avec d'autres régimes tout aussi problématiques de l'autre. Cette incohérence, cette malhonnêteté intellectuelle, Onfray nous force à regarder ces contradictions en face. Et c'est probablement la leçon la plus importante de cette analyse, notre politique étrangère a besoin d'honnêteté et de cohérence avant tout. Merci d'avoir regardé cette analyse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. On semble en prendre le chemin, mais c'est pas non plus, c'est pas encore fait. Ça va toujours prendre un moment, ces discussions, puisque les deux parties ont des positions diamétralement opposées. Vladimir Poutine ne concède pour l'instant à aucun compromis, ni sur les territoires occupés militairement en Ukraine, ni sur la présence éventuelle de troupes de l'OTAN après la signature d'un traité de paix. Donc la vraie question maintenant est de savoir si un cessez-le-feu pourrait être instauré et maintenu pendant la durée de ces pourparlers. Merci beaucoup Jérôme Garraud et merci à Vincent Pierron qui vous accompagne derrière la caméra. Vincent Crouzet, est-ce que vous considérez que c'est quand même une avancée? On attendait hier cette réponse de Vladimir Poutine. Alors évidemment, il n'a pas répondu à la proposition du cessez-le-feu, ça on s'en doutait un peu, mais voilà, il y a cette contre-proposition du chef du Kremlin. Bon, il ne répondra à aucune injonction extérieure, de toute manière. On a bien compris qu'il souhaite suivre essentiellement son calendrier et son seul calendrier, que ça lui permet de faire un pas de côté. Mais attendez, c'est fou quand même. Zelensky est prêt à discuter, mais il demande logiquement un cessez-le-feu avant. Et que fait Poutine? Il lance 108 drones sur l'Ukraine dans la nuit. Comment peut-on prétendre vouloir la paix tout en intensifiant les bombardements? C'est d'une hypocrisie sans nom. Et puis cette façon de contourner les Européens de vouloir négocier directement en Turquie, ils cherchent clairement à diviser le front occidental. Vous voyez, c'est toujours la même tactique. Faire semblant d'être ouvert au dialogue tout en torpillant les conditions qui permettraient de vraies négociations. C'est un jeu dangereux qu'ils jouent. Et malheureusement, ce sont les Ukrainiens qui en paient le prix. Déjà, une première chose, il faudrait qu'en termes d'esprit, quand on veut avant faire un pas vers la paix, on évite de lancer 108 drones dans la nuit de samedi à dimanche contre l'Ukraine. La trêve est finie depuis hier soir et effectivement, cette nuit, l'armée de l'air ukrainienne annonce plus de 100 drones sur le pays. Voilà, ça n'a pas raté. Alors Poutine, il ne trompe plus son monde. Il a trompé Trump pendant 2 mois en faisant semblant d'être plus ou moins complice avec Trump et à l'écouter. On a bien vu qu'il a gagné du temps pendant 2 mois. Aujourd'hui, il se rend compte. Ah, vous avez vu ça? Poutine a trompé Trump pendant 2 mois en faisant semblant d'être son allié. Et maintenant, il se retrouve face à une Europe qui se montre étonnamment unie. C'est exactement pour ça qu'il veut négocier en Turquie. Il cherche désespérément à briser cette unité européenne qui le dérange tant. Et cette manœuvre avec Erdogan, offrir ce cadeau diplomatique à la Turquie, c'est calculé. Il tente de s'allier avec tous ceux qui pourraient fragiliser le front occidental. Franchement, sa stratégie est aussi prévisible qu'inquiétante. De la diplomatie russe et soviétique, c'est-à-dire l'idée que pendant les négociations, la guerre continue. Il y a un précédent qui est frappant, qui était la Corée. En 1951, donc après 1 an et demi de guerre, Staline, qui avait peur de la contre-offensive des Occidentaux et des Américains, dit on va faire des négociations. Elles ont duré 2 ans. Pendant ces 2 ans, la guerre a continué. En même temps,
Les Américains, c'est un abcès de fixation qui les mettait en difficulté malgré tout cette guerre qui continuait. Mais comme il y avait les négociations, ils ne pouvaient pas non plus faire trop d'opérations majeures et notamment frapper, y compris en Chine, par exemple les camps d'entraînement, les bases arrières. Et donc ça a été... C'est fascinant ce parallèle historique avec la Corée en 1951. Staline a utilisé exactement la même tactique, négocier tout en continuant la guerre. Pendant 2 ans, c'est la stratégie russe classique, gagner du temps, épuiser l'adversaire, et continuer à avancer sur le terrain pendant que les pourparlers s'éternisent. C'est pour ça que Macron et les Européens insistent tant sur le cessez-le-feu préalable. Ils connaissent cette tactique et ne veulent pas tomber dans le piège. Cette référence historique est tellement pertinente pour comprendre ce qui se joue actuellement. Les Russes mettant à chaque fois un nouveau point de détail qui fait qu'on doit continuer à discuter là-dessus, mais pas là-dessus et pas comme ça. Et que pendant ce temps-là, leur grignotage, parce que militairement, ils vont difficilement au-delà, leur grignotage continue. Donc c'est fondamental, ce cessez-le-feu. Ce n'est pas simplement un geste de bonne volonté. C'est une garantie pour le processus. C'est ce que redit le président ukrainien qui a répondu à Vladimir Poutine. C'est un signe positif que les Russes commencent enfin à envisager de mettre fin à la guerre. Oh, écoutez ce que dit Zelensky. J'attends de la Russie qu'elle s'engage à un cessez-le-feu. Je suis prêt à des pourparlers à Istanbul. Sa position est claire et raisonnable. Comment peut-on négocier sérieusement pendant que les bombes continuent de tomber? Et cette remarque sur Poutine, l'ancien espion du KGB qui ne dit jamais non. C'est tellement vrai. Il fait un pas de côté, il retourne la situation, mais il ne refuse jamais directement. C'est une tactique de manipulation classique. Il a tout le temps devant lui. Contrairement aux Ukrainiens qui meurent chaque jour. Cette asymétrie est insupportable. Nous attendons de la Russie qu'elle confirme un cessez-le-feu à compter de demain. J'attends de la Russie qu'elle s'engage à un cessez-le-feu. Je suis prêt à des pourparlers. À Dina Rivol, on voit que, effectivement, Volodymyr Zelensky ne ferme pas la porte à ces pourparlers, mais une condition, c'est ce cessez-le-feu. Mais l'Ukraine le dit depuis le début, l'Ukraine veut la paix. Mais moi, je reconnais dans les propos de Vladimir Poutine sa tactique. En fait, Vladimir Poutine, c'est un ancien espion du KGB. Il dit jamais non. Donc là, en fait, il a juste fait un pas de côté. Il n'a pas refusé. Il a retourné la situation qui n'était pas à son avantage hier matin. Mon Dieu, c'est choquant ce rappel. Les négociations de 2022 ont échoué après la découverte des massacres de Boutcha. Et maintenant, 3 ans plus tard, avec encore plus d'atrocités, on voudrait reprendre des négociations sur les mêmes bases? C'est complètement illusoire. Les positions sont tellement opposées, et le général a raison, il faut un arbitre dans ce genre de situation, comme dans un divorce qui se passe mal. Mais qui peut jouer ce rôle? Les Américains? Les Européens? Et les Turcs qui sont dans une position ambiguë? C'est un vrai casse-tête diplomatique. À l'offensive, en béquille et même en fauteuil roulant. Vous savez pourquoi? Pour attirer le tir des Ukrainiens et pour permettre aux soldats valides de continuer à attaquer. Donc, dans une situation comme celle-là, je vois mal comment la Russie pourrait accepter le fameux ultimatum. D'ailleurs, ils n'ont pas aimé l'expression ultimatum. Mais pour répondre à votre question, oui, je pense que les Ukrainiens iront à Istanbul. Mais pour quel résultat, ça, difficile de se prononcer à l'heure actuelle. Général Patrick Dutart, qui on peut avoir autour de la table jeudi? Comment ça peut se passer? Ça sera forcément des émissaires des deux côtés? Je m'en reviens pas de ce qu'on vient d'entendre. Des soldats russes en béquille et en fauteuil roulant envoyés au front pour attirer les tirs ukrainiens et permettre aux soldats valides d'avancer. C'est d'une cruauté inimaginable. Comment peut-on traiter ses propres soldats comme de la chair à canon? C'est révélateur de cette vision où l'humain ne compte pas, où seul l'objectif militaire importe. Dans ces conditions, comment imaginer que Poutine puisse accepter un cessez-le-feu? Cette information est glaçante mais tellement révélatrice de la mentalité du régime russe. Comme dans un divorce qui se passe pas bien, il faut à un moment un juge. Et donc le juge de paix, ça peut être les États-Unis, les Européens, les deux, voire les Turcs, mais les Turcs sont dans une position extrêmement observatrice et tout en étant accueillante. Donc j'ai peur que s'il n'y a que les délégations russes et la délégation ukrainienne, c'est qu'on n'avance pas, qu'on perd du temps, et je pense qu'il serait bien en fait qu'il y ait au moins un émissaire américain qui soit là, et si possible un représentant européen. Vincent Crouzet, sans médiateur, on ne peut pas y arriver. Je sais pas, ils se sont parlé, les premières heures du conflit, en Biélorussie notamment, il y a 2 délégations qui ont été face à face dans une même salle, et ça s'est pas trop mal passé. Ce qui serait bien, mais là Ah, cette question est fondamentale. Qui seront les négociateurs? Le niveau des émissaires va tout dire sur le sérieux des pourparlers.
Est-ce que ce sera le chef de l'administration présidentielle ukrainienne face à l'ancien patron du KGB qui a planifié l'opération en Ukraine, ou simplement des diplomates de second rang? Le niveau d'engagement diplomatique va immédiatement nous dire si ces négociations ont une chance d'aboutir ou si c'est juste un théâtre pour gagner du temps. C'est un détail crucial qui en dit long sur les véritables intentions des deux camps. Soit intégré directement, c'est trop tôt, dans ces négociations. Donc ce sera une première étape, de toutes les manières. On va retrouver alors. Là-dessus, au niveau des émissaires, justement, ça va être extrêmement significatif parce que ça ne sera pas évidemment les chefs d'État. Est-ce que ça va être les ministres ou est-ce que ça va être le cran en dessous, ce qui serait la logique d'une certaine façon? C'est Andrei Yermak qui avait fait les négociations, qui est le chef de l'administration présidentielle ukrainienne, qui avait fait les négociations en 2022, et qui, face à lui, est-ce que ça va être celui qui était à Riyad, qui est Sergueï Besseda? Poutine, depuis qu'il est au pouvoir, a fait de la guerre son mode de gouvernance. Cette analyse est brillante. Si on regarde bien, il y a toujours eu une guerre quelque part depuis qu'il dirige la Russie. C'est son outil de légitimation, sa façon de maintenir son pouvoir. Comment un tel dirigeant pourrait-il sincèrement vouloir la paix? La guerre est consubstantielle à son régime. C'est pour cela qu'il veut négocier sans cesser le feu. La paix n'est pas son objectif réel. Cette compréhension change complètement la façon dont on doit interpréter ses propositions diplomatiques. Certains pour dire il faut y aller, il faut négocier coûte que coûte, peu importe les conditions, car il faut arrêter cette guerre, mais la grande majorité des habitants soutient son président. Je vous propose d'écouter ces quelques témoignages au micro de Vincent Wartner. Comment faire la paix? Comment mener les pourparlers et les négociations si des gens meurent et souffrent? Il faut au minimum un cessez-le-feu. Il faut négocier sans condition. La question de la confiance est centrale. On sait qu'on n'a pas confiance, c'est une évidence. Exactement, comment faire confiance à un dirigeant qui a violé tous les accords internationaux, y compris le mémorandum de Budapest qui garantissait l'intégrité territoriale de l'Ukraine en échange de son arsenal nucléaire? C'est la raison pour laquelle un cessez-le-feu vérifiable est indispensable avant toute négociation sérieuse. Sans cela, comment croire en la sincérité de la démarche diplomatique? C'est un prérequis non négociable que Poutine refuse délibérément. Pardonnez-moi l'expression, mais à foutre le trouble dans les villes où ils seront hébergés. Donc, Alors, on va passer la question à Adina Revol, justement. Est-ce que Poutine a vraiment à y gagner d'une trêve, d'un cessez-le-feu? Clairement non, parce qu'en fait, Poutine, depuis qu'il est au pouvoir, il a fait de la guerre en mode de gouvernance. Si on regarde, depuis qu'il a pris le pouvoir au Kremlin, il y a toujours eu une guerre à l'intérieur de l'espace soviétique ou de la Russie ou à l'extérieur. Donc, en fait, Poutine gouverne à travers la guerre. Marc Semo. Vous entendez ça? 1,5 million de soldats russes qui sont très bien payés au front. 2 000 € par mois, plus des primes. C'est une économie de guerre complète qui s'est mise en place. Et la question est cruciale. Comment réintégrer tous ces hommes habitués à la violence dans une société civile? Tous les pays ont connu ce problème après les guerres, mais là ça risque d'être démultiplié. C'est un autre aspect qui explique pourquoi Poutine n'a aucun intérêt à un cessez-le-feu rapide. La paix pourrait déstabiliser son régime de l'intérieur. C'est terrifiant mais logique. C'est pas des gens qu'on a mobilisés par force, cela reste malgré tout des volontaires, alors qu'on signe un contrat d'engagement. Général Dutartre, c'est difficile de réintégrer ces gens qui ont été sur le front pendant comme ça plusieurs années? C'est toujours difficile. Regardez les vétérans américains, on a des tas d'histoires et des tas de films qui montrent que parfois ça se passe pas très bien. Bien sûr, la grande majorité ça se passe bien, mais ça va dépendre aussi du traumatisme. La vie sur le terrain en période de guerre, surtout à haute intensité, c'est évidemment pas une vie normale. Donc il faut une transition après, il faut l'accompagnement. Mais je crois que malheureusement on n'en est pas là en fait. Il va y avoir des... Cette conclusion est parfaitement lucide. Le général a raison, même si les pourparlers commencent, les chances d'aboutir à un cessez-le-feu immédiat sont minces. J'aimerais bien qu'à défaut d'un cessez-le-feu, l'intensité des combats diminue. Oui, ce serait déjà un progrès énorme. Commencer par arrêter les tirs à longue distance, puis progressivement réduire les hostilités. Mais le problème fondamental reste, Poutine vit avec la guerre. C'est son oxygène politique. Et c'est pour cela que toutes ces manœuvres diplomatiques doivent être abordées avec un scepticisme prudent. La route vers une paix juste et durable sera longue et difficile.